Le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. La rébellion, ça se passe à Cocody, à la place Saint-Jean. Vous pensez vraiment ça? Vous pensez qu'une rébellion, ce sera à la place de la République, au plateau qui est cerclé de grands immeubles avec des caméras? C'est là-bas qu'une rébellion va se passer? C'est ce que des pays comme le Nigeria ont cru. Ils ont cru qu'en faisant défiler, en ayant une armée massive, de près de 100 000 hommes, dotés des dernières technologies, ils ont cru qu'ils allaient vaincre Boko Haram. Mais ça fait 10 ans, ils n'ont pas pu vaincre Boko Haram et on est toujours dans les malheurs. C'est ce que sérieusement vous espérez pour notre pays. Il faut arrêter avec les discours guerriers. Il faut arrêter. Nous connaissons la situation de notre pays. Au-delà de la fanfaronnade que le régime au pouvoir présente là, nous savons que notre pays est un pays faible. Notre pays est structurellement faible. Voici pourquoi on a la chance d'avoir des opposants de cette carrure-là, qui ne sont pas des va-t-en-guerre et des écervelés qui vont appeler de manière insidieuse à la prise des armes. Donc il ne faut pas leur considérer que ça c'est une faiblesse. Il faut dire Dieu merci. Tous les jours quand vous sortez, il faut dire Dieu merci d'avoir eu ce genre d'opposants-là. Parce que vous pensez que ceux qui ont pris les armes au Mali, au Burkina et autres, vous pensez qu'à l'origine, ils étaient terroristes, ils sont nés avec un ADN ou un sang de terroristes? Non, c'était des citoyens ordinaires, mais qui, à un moment donné, ont considéré que pour faire évaluer leurs revendications, il fallait se servir d'armes. Et ils ne sont devenus terroristes qu'à la suite de répétitions d'actes armés. Sinon, ils ne sont pas nés terroristes. Ils étaient des citoyens ordinaires qui menaient leur vie de façon normale. Donc, il faut arrêter avec ce discours-là. Mais comme ils avaient leur propre frustration et qu'ils ont conceptualisé que moi, dans ma frustration, là, le seul moyen de me faire entendre, c'est par les armes, mais il s'est trouvé une situation géopolitique qui les a mis en contact avec des armes. Et puis ils sont venus attaquer leur État. Donc, si nos leaders politiques de l'opposition étaient convaincus que ce régime-là, ce régime dictatorial du RHDP, là, c'était par les armes qu'il fallait le dégager, mais nécessairement, il se serait produit des situations géopolitiques qui allaient leur permettre d'entrer en contact avec des armes. Quand vous regardez notre armée là, quand vous regardez notre armée dans sa composition, vous pensez vraiment qu'elle peut faire face à une rébellion? Qu'il y a une guerre interne, qu'il y a une guerre civile? Non, faut faire preuve de hauteur d'esprit et ne pas inventer une puissance illusoire à notre État. La Côte d'Ivoire est un pays structurellement très faible. Mais nous sommes vraiment un pays très faible. Voici pourquoi il faut bannir de nos esprits toute confrontation armée. Or, malheureusement, le RHDP considère que oui, lui, c'est par la force qu'il peut régner sur les Ivoiriens. Mais un matin, vous allez vous lever avec les limites de cette manière de penser-là. Vous allez vous réveiller avec les limites et les insuffisances de cette façon de penser. Donc nous ne sommes pas des adeptes de l'utilisation des armes parce que nous savons que cela va faire trop de mal à notre pays. Parce que notre pays est un pays faible. Et ce n'est pas injurer son pays que de constater. Nous sommes un pays faible. Regardez. En général, quand il y a des troubles, dès que Abidjan... Ok, je vais chuter. Dès que Abidjan est bloqué, quand il y a des troubles, dès que Abidjan est bloqué, tout le pays est bloqué. Même Tengrela, dès que Abidjan est bloqué, même Tengrela, au fin fond, j'allais dire de l'extrême, quand tu tires une ligne médiatrice, voilà, au fin fond du nord là-bas, est bloqué. Quand quelque chose se passe à Abidjan, Aboasso est paralysé. Pourtant, il n'y a rien eu à Aboasso. Mais c'est parce que notre État est organisé de sorte que pratiquement 80% de l'activité économique ne se trouve qu'à Abidjan. Et comme nous avons un État qui est structurellement faible, il faut éviter
toutes les politiques qui conduisent vers la montée aux extrêmes. Mais dans quelle langue diantre on va expliquer ça à ces tenants du pouvoir qui semblent être aveuglés par leur propre arrogance? Dans quelle langue on va leur expliquer? Mais bon, okay. on a le régime qu'on a qui pense qu'il est tellement fort qu'il peut s'imposer à tout le monde, ne serait-ce que par les seuls moyens des armes. Mais comme je le dis, un matin, il va se réveiller de cette illusion-là. Regardez, je peux réagir. Alors, moi... Oh, oui. Désolé voilà, pour le bruit. Voilà, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va dire à nos amis, vous savez, et c'est ce que Eric Carter a dit, mais bon, apparemment, quand on parle, bon, on crie plus, les gens n'entendent pas ce qu'eux-mêmes ils disent. On ne peut pas dire que le Canada a la même puissance que les États-Unis. Tu comprends? Donc, naturellement, les États ont, de façon, je vais dire, sur une échelle, les États ont leur puissance. Donc, un État structurellement faible ne peut pas faire face à la montée d'une rébellion. Ça, c'est clair. Et c'est ce à quoi on a assisté sous Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'on avait un État qui n'était pas sérieux et qui savait très clairement... Le danger, c'est ça. Un État qui sait... Parce qu'il y a... C'est Gbagbo même qui dit, il y a les renseignements dans un État qui vous permet... Et vous avez aussi de la coopération. Comme les gens le disent dans l'armée, la sécurité est indivisible. Donc vous travaillez avec d'autres États, les partages de renseignements et d'informations qui vous permettent donc de sécuriser votre pays jusqu'à un niveau d'attaque. C'est ça qui est le plus important. On n'a pas dit que même les États-Unis ont été frappés par le terrorisme, mais aucun terroriste ne peut frapper les États-Unis et constituer donc un sanctuaire quelque part sur le pays. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont développé une capacité qui leur permet d'éjecter hors de leur territoire toute donc, tentative de prise d'un centimètre carré de leur pays. C'est ça, un État. Voyez-vous. Et quand tu prends la Côte d'Ivoire, notre pays a été frappé jusqu'à Bassam. Mais ils n'ont pas pu installer leur sanctuaire. Au nord de la Côte d'Ivoire, ce sont des attaques répétées. Mais l'État développe des moyens de sorte à ce que ces voyous-là, ces bandits, ces grands criminels ne puissent pas prendre donc un centimètre carré de notre territoire. Mais ça, c'est une stratégie qui est développée. Donc, il faut développer toutes ces actions à l'effet donc d'éviter que ces enfants-là soient des proies faciles pour les terroristes. Donc, un État développe suffisamment de moyens pour faire face à toutes sortes d'attaques. Sinon, si tu n'as aucune capacité et que tu es un État perméable, mais n'importe qui va venir te renverser. N'importe qui va venir te renverser. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, je crois qu'on l'a tous étudié. Houphouët-Boigny a fait face à 2 rébellions, 2 tentatives de renversement, mais il a fait échec à ça. La sécession donc du Saint-Louis et la rébellion de Krakbe-Nyabé, il a fait face à ça. Parce qu'il a développé des moyens qui lui permettaient au moins de donner une force à son État. Il a réussi à faire face. Mais vous, comment? Seconde pour chuter, c'était... Mais pourquoi? Non, c'est mon temps ou bien qui devait parler. Ah, comme Kaza est là aussi? Non, mais Kaza, je crois que c'est la même opinion. Donc, j'ai dit, c'est 2 opposants. Alors, donc, j'ai dit, voilà, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est le rôle de l'État. L'armée, là, n'est pas là pour aller... Donc, je vais prolonger le temps de parole et puis... Après. Voilà, l'armée n'est pas là, donc, pour aller au champ. L'armée, son rôle, c'est de protéger le pays. Parce que si tu dis, bon, comme nos États sont faibles, et que dans tous les cas de figure, s'il y a une attaque, on ne peut rien, mais c'est que autant ne pas mettre une armée, autant ne pas équiper l'armée. Parce qu'on équipe l'armée, pourquoi? Mais c'est pour défendre le pays. Jusqu'à la limite de leur capacité. Mais si vous, votre capacité est très vite circonscrite par des sergents, des caporaux, donc qui ne valent même pas 20 personnes, mais quel est votre niveau de responsabilité? C'est ce qu'on dit. Maintenant, ce n'est pas parce que la volonté de renverser ce régime-là ne vous a pas habité que le régime est encore là.
Jusqu'à présent, vous continuez de nourrir cet espoir de pouvoir renverser donc le régime par des moyens violents. Mais vous n'y arrivez pas. Vous ne pouvez pas dire que des gens qui en 2020 ont mis en place un CNT avec tous les moyens que vous avez développés et dire que nous avons une opposition responsable. Dans quel pays au monde tu as vu une opposition responsable donc il met en place un CNT qu'aujourd'hui Thiam refuse pour dire que lui n'est pas violent, donc très tôt il a refusé de rentrer dans le CNT. Mais ton parti a fingé ça. Heureusement que Bonté a quitté le FIT aujourd'hui au PPACI. Ça fait partie des gens donc, qui sont cohérents dans notre pays. Mais vous avez mis en place un moyen de renversement du régime, le CNT. Le CNT, là, c'est pour caresser le pouvoir en place? Non. C'est parce qu'on a détruit vos moyens que vous avez arrêtés pour renverser le régime en accord avec l'ancien chef rebelle qui a travaillé avec vous, qui faisait partie de votre plan de déstabilisation, mais qu'on a détruit. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec l'ancien chef rebelle. Donc, ça veut dire que l'ambition de renverser le régime par une rébellion et par une action donc, violente vous habite. Sauf que vous avez en face de vous un État qui est responsable, qui fait tout pour faire échec à votre tentative de déstabilisation. Sur le Guillaume Soro qui se promène dans les pays de l'AS, là, c'est pas parce qu'il est burkinabé ou malien. Mais tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. Et nous le savons, nos renseignements généraux le savent, donc on le suit. Ce qui fait qu'il n'arrive pas. Et ça vous embrouille. Ça vous embrouille. Voilà pourquoi vous faites des menaces. Oui, un matin vous allez vous réveiller, vous avez atteint vos limites. Ces limites-là n'arriveront jamais, frère. Ça, je peux te le dire. Et je peux te le garantir. Parce que nous sommes suffisamment sérieux, nous sommes responsables et nous travaillons avec des pays amis qui nous aident. Nous savons que nos États n'ont pas la force donc des autres. Nous le savons, nous en sommes conscients. Donc voilà pourquoi on ne passe pas notre temps à faire palabre avec tout le monde. Parce que d'ailleurs, aucun État africain ne contrôle le ciel. Or, tous les vrais renseignements viennent du ciel à travers des satellites. On a combien de satellites? Dans les grandes puissances, c'est avec elles qu'il faut travailler pour avoir des informations, les partages d'informations qui vous permettent donc de sécuriser votre État. Et c'est ça qui vous embrouille aujourd'hui. Laurent Gbagbo, un opposant responsable, ne dit pas je vais faire la bagarre. Je ne sais pas si tu connais la définition de la bagarre, hein, mais je crois que ça est dans le dictionnaire. Il va faire la bagarre avec quoi? Avec des coups de poing? Non. Et aujourd'hui, votre soutien au pays de l'AES, mais participe donc d'une volonté manifeste de les utiliser, comme tu l'as dit, une situation géopolitique dont va entraîner une déstabilisation. Et voilà votre choix aujourd'hui en vous appuyant sur les pays de l'AES. Mais vous savez très bien qu'on a fait échec à tout ça. Donc vous êtes embrouillés. Vous êtes totalement embrouillés parce que vous ne pouvez rien. Vous êtes dépassés. Parce que vous avez en face de vous un État qui a pris suffisamment donc, de précautions pour éviter la déstabilisation. Parce que le renversement du régime là ne vous a jamais quitté. Vos amis le disent. Lida Kwasi le dit. Il l'a dit publiquement. Il a dit publiquement, il n'est pas en prison pour rien. Et quand on lui dit, quel est le plan B de Gbagbo? Mais c'est Poutine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez vous appuyer sur des grandes puissances pour renverser le régime, mais ça ne marchera pas. Ça, on peut vous le dire. Hein? Voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous avez été responsable. D'ailleurs, en 2011, on sait que vos militaires étaient au Ghana pour renverser le régime. D'ailleurs, il y a eu plusieurs attaques. Kaza est là, il est du PDCI, mais il y a eu plusieurs attaques à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs attaques à Akwedo. Jusqu'à, je t'invite à lire le livre de Vincent Toby. Quand il était préfet d'Abidjan, il dit, nous avons déjoué 37 tentatives de coup d'État et de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. 37, frère. C'est pas moi qui le dis, au moins aujourd'hui, il est sorti du régime et c'est quand il est sorti qu'il a fait ses révélations. Donc, frère, c'est pas parce que vous n'avez jamais eu l'ambition de renverser ce régime-là. Mais c'est parce que ce régime a travaillé à solidifier les bases donc de l'État. Et ça lui permet, voilà, ça lui permet donc de surveiller n'importe qui. Donc aujourd'hui, vous êtes surveillés. Et ça, vous le savez. Voilà, les caméras là, c'est pas pour rien que ça est là. Je te le dis en même temps. Sur tout l'ensemble du territoire, il y a des caméras de surveillance. En dehors des caméras de surveillance, il y a aussi d'autres éléments pour surveiller la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a des renseignements qui sont faits chaque jour et qui permettent d'arrêter des gens, qu'ils soient des terroristes ou des opposants qui veulent renverser le régime.
On vous arrête tout le temps. Parce que nous sommes conscients que l'État est face à des gens donc ils veulent le renverser. Voilà, et vous le dites. Quand Guillaume Soro était assis à Paris et il disait que oui, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire et que le 31, on va arrêter Alassane Ouattara donc pour le faire asseoir. Mais frère, ça c'est une opposition responsable. Je crois que dans un pays, quand on n'est pas d'accord, on va aux élections pour battre celui qui est là. Au Sénégal, il y a certains qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec la troisième candidature donc de Ouad, mais ils sont allés aux élections. Ils n'ont pas créé la chienlit. Alors qu'en 2020, Bédi était qualifié, Afingissa était qualifié pour aller aux élections, mais je suis rapidement. Afingissa était qualifié, Bédi était qualifié, mais pourquoi vous n'avez pas fait une coalition pour aller battre Alassane Ouattara? C'est ça une opposition responsable. Vous êtes qualifié pour aller compétir, vous laissez la compétition, vous prenez des calibres 12, vous coupez des bois pour paralyser le pays, pour tuer des gens, et puis vous dites que non, ça c'est une opposition responsable. Le cas qu'on appelle le CNT que vous avez créé en 2020 là, tu as vu ça dans quel pays responsable où l'opposition est responsable? Il faut arrêter de mentir aux gens. C'est vrai que les affirmations péremptoires, bon, tu es devenu un champion de ça, mais ça ne fait pas force d'argument, hein, ça a été dit en même temps. Parce que tout le monde est témoin du CNT. Pourquoi aujourd'hui Thiam refuse de s'associer au CNT? Alors qu'Afingissa avait annoncé qu'il était associé au CNT. Mais il dit, dès qu'ils ont dit qu'il est membre du CNT, il a fait un communiqué pour se désolidariser du CNT. Kaza est là, il est du PDCI, il ne va pas contredire ce qu'ils sont en train de dire. Donc si le CNT était une bonne chose, était l'acte d'une opposition responsable, je pense qu'il n'allait jamais le rejeter. Mais il le rejette jusqu'à présent pour dire, lui, il n'est pas violent, donc il ne s'associe à aucun acte donc, de violence. Mais au moins, c'est un acte donc, qui est récent, en 2020. Voilà, donc frère, vraiment, moi je pense que vous pouvez, si vous êtes malin, allons-y aux élections. Parce que vos plans que vous êtes en train de mettre en place là ne marcheront pas. Aujourd'hui, les gens attendaient que Gbagbo lance son mot d'ordre. Mais il ne lancera aucun mot d'ordre. On ira aux élections avec Alassane Ouattara et avec tous ceux qui souhaitent être candidats. Vous ne pouvez rien parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas obliger l'État de Côte d'Ivoire à respecter votre volonté parce que vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que votre volonté doit être source de droit. Ce n'est pas possible. Voilà. Okay. Merci, M. Kokora. Ok, Serge. Ok, d'accord. Allez-y. Bon, je voulais juste te dire de surveiller un peu le temps parce que bon, quand quelqu'un a le double du temps de parole de l'autre, ça fait un peu déséquilibré. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, moi, je vais poser une question simple aux participants, aux 500 participants de ce panel. Hein. Entre le Soro Guillaume qui vient prendre les armes contre la Côte d'Ivoire et qui le fait pour Alassane Ouattara, pour imposer Alassane Ouattara. Ce Soro Guillaume à qui le RDS s'allie. Et puis le Soro Guillaume qui aujourd'hui dit qu'il s'inscrit dans un combat pacifique et démocratique. Dites-moi, auquel des Soro Guillaume vous allez vous associer? Est-ce le Soro Guillaume de 2002 qui, jeune étudiant, n'avait pas de moyens pour s'acheter des armes, mais qui subitement, de façon miraculeuse, a eu des armes et dont certains lieutenants affirmaient qu'ils recevaient l'argent d'Alassane Ouattara pour mener leur rébellion? Est-ce que c'est à ce Soro Guillaume-là que vous allez vous associer? Ou bien c'est au Soro Guillaume d'aujourd'hui qui a un programme politique, qui installe un projet politique de conquête pacifique de pouvoir? Nous avons choisi, et on n'a pas honte de le dire, nous avons choisi de nous associer, de nous allier à ce Soro Guillaume-là qui a un projet pacifique, de conquête pacifique du pouvoir. Contrairement au RHDP que le monsieur qui vient de Kokora soutient là, qui lui n'a pas eu honte de s'allier à ce Soro Guillaume avec Kone Zakaria pour prendre des armes contre la Côte d'Ivoire. Vous voyez,
Pourquoi je prends cet exemple? Parce que cet exemple est symptomatique de ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Le même individu, la même personne, à un moment donné, cette personne-là, elle prend les armes contre son pays et trouve en Alassane Ouattara un allié objectif. Ils combattent militairement l'État de Côte d'Ivoire et à la fin, ce Soro Guillaume armé là finit par devenir le numéro 2 d'Alassane Ouattara. Parce que à l'époque, le président de l'Assemblée nationale était le dauphin constitutionnel. Donc Alassane fait du Soro Guillaume armé là son numéro 2. Et puis aujourd'hui, vous avez une opposition qui regarde et qui voit un Soro Guillaume désarmé, qui maintient, qui le dit à tue-tête chaque jour que lui, l'épisode de prendre les armes là, c'est derrière lui. Lui, il ne prendra plus jamais les armes contre son pays. Et que lui, il a compris les valeurs démocratiques pacifiques. Et que si lui, il doit venir au pouvoir, c'est par les moyens démocratiques, par les moyens pacifiques. Et puis, vous avez un leader comme Laurent Gbagbo qui décide de faire chemin avec ce Soro Guillaume pacifique là. Et les gens du RHDP nous disent, ah mais voilà, vous êtes alliés à Soro qui était le père de la rébellion. Mais diantre, vous n'avez pas eu peur de vous allier à lui au moment où il était rebelle. Au moment où il était en armes, vous n'avez pas fait la morale de vous allier à lui. Et maintenant qu'il décide d'abandonner les armes, où il confesse publiquement ses erreurs du passé, vous faites le procès aux autres de faire du chemin avec ce Soro pacifique là. Mais c'est dans quoi on nage dans ce pays-là, diantre? C'est dans quoi on nage? Vous voyez, la même personne, hein, il s'agit de la même personne. Toi, tu fais alliance avec lui au moment où il était hors la loi et tu ne t'en plaignais pas. Et maintenant qu'il est dans la loi, tu te plains que les autres s'allient à lui. Vraiment, on vit dans un monde d'anti-valeurs. Allô? On vit vraiment dans un monde d'anti-valeurs. Et c'est cela, c'est ces anti-valeurs-là. Ce sont ces anti-valeurs-là que nous avons subies pendant 15 ans. Voilà pourquoi je dis à nos frères, il faut rester serein. Vraiment, soyez serein, soyez pacifiques. Leur discours, là, vous voyez, voilà pourquoi remarquez dans les débats, hein, en général, ils n'aiment pas respecter le temps de parole. Parce qu'ils ont compris que en parlant beaucoup, ils pensent qu'en parlant plus que les autres, ils vont arriver à convaincre. Mais parce qu'ils ne convainquent plus. Leur discours ne passe plus. Ils ont eu 15 ans pour nous montrer leur échec. Je vais vous prendre un exemple banal, basique. Un deuxième exemple. Alassane Ouattara nous dit qu'il va faire un 4e mandat pour essentiellement 2 choses, selon lui-même c'est dit. La première chose, c'est qu'il dit que la situation géopolitique sous-régionale est dangereuse. Donc ça nécessite un homme d'expérience. Donc lui. Et là, le deuxième argument, il dit parce que les enjeux monétaires sont trop importants pour que ce soit confié à quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'expérience. Donc c'est lui encore qui est là. Ce sont les 2 motifs qu'il soulève. Mais prenons les 2 motifs là, un à un. Quand Alassane Ouattara prenait le pouvoir, la Côte d'Ivoire n'était en conflit avec aucun des pays frontaliers. Après 15 années de pouvoir, Alassane Ouattara nous a mis en conflit avec le Niger, qu'il a failli envahir. C'est publiquement qu'il a annoncé mobiliser des troupes pour aller envahir le Niger, qui ne nous a jamais déclaré une guerre. Alassane Ouattara nous a mis en conflit
avec le Mali. Et Alassane Ouattara continue de nous mettre en conflit avec le Burkina. Et Alassane Ouattara, qui nous a mis en conflit avec ces pays-là, vient nous dire, dans les arguments qui lui servent à vouloir un quatrième mandat, que lui, comme on est en palabre avec ces pays-là, lui, il souhaite un quatrième mandat. Mais diantre, pendant 15 ans, tu nous as mis en palabre avec eux. Tu veux 5 années de plus, pourquoi? Pendant 15 ans, tu as eu le temps de montrer ton échec diplomatique. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans, tu nous as mis en palabre avec nos frères de la sous-région. 5 années de plus, là, c'est pourquoi? Vous voyez le genre d'incongruité? Prenons la question monétaire, sa deuxième raison. Dieu merci, cette fois-ci, il n'y a pas eu la mort de quelqu'un qui fait qu'il veut être reconduit. Donc au moins, on peut en discuter. La question monétaire. Mais diantre, on a entendu Alassane Ouattara sur le perron de l'Élysée avec Emmanuel Macron nous annoncer qu'ils allaient remplacer le CFA par l'ECO et que les autres pays de la sous-région allaient suivre. Il a annoncé il y a des longues années en arrière. Il y a des années en arrière qu'ils ont annoncé ça. Mais demandons à Alassane Ouattara et accessoirement à Macron, mais où est l'ECO qu'il nous avait si brillamment annoncé? L'ECO là est où? L'ECO, la monnaie qui était censée remplacer le franc CFA là, ça y est où? Tu as eu pratiquement une dizaine d'années pour faire ta réforme monétaire, ta fameuse réforme monétaire qui demande que maintenant tu fasses un quatrième mandat là. Tu as eu une dizaine d'années pour nous montrer ça. Tu as été incapable de réussir. Tu as été incapable de réformer le CFA. Tu as été incapable de mettre en place l'ECO. Et tu viens nous dire que parce que tu as échoué à monter l'ECO, à faire les réformes monétaires, tu veux encore 5 années. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu organises ton échec et comme on fait le constat de ton échec, tu viens argumenter qu'il te faut continuer parce que justement tu as échoué. Vraiment, il n'y a que les cadres du RHDP pour avaler ce genre d'ineptie. Voici les 2 motifs que Alassane Ouattara nous a dit publiquement étant les motifs ou les principales raisons de ce pourquoi il veut un 4e mandat. La question sous-régionale et la question monétaire. Mais pendant 15 ans, sur ces 2 domaines, il a échoué. Sa politique arrogante nous a mis en conflit avec tous les frères de la sous-région. Et maintenant, comme s'il allait naître de nouveau, comme si maintenant il est angélisé, et puis à partir d'octobre 2025, il est un homme nouveau qui a obtenu une virginité nouvelle, et puis il va résoudre les problèmes que lui-même a créés avec nos frères de la sous-région. Sur la question monétaire où il a échoué lamentablement, parce qu'il a voulu imposer son écho aux autres pays qui ont totalement refusé. Et aujourd'hui, il veut nous dire que oui, la question monétaire est tellement importante que oui, je veux un dernier mandat pour résoudre ce problème-là. Un second que je suis Vraiment, il a vraiment fallu qu'à un moment donné de notre histoire, nous ayons quelqu'un comme ça comme président pour nous rendre compte de ce que vous savez, les spiritualistes parlent d'égrégore. Voilà, égrégore, si vous voulez, c'est un être idéal qui n'a pas de corps, qui n'a pas de forme, mais c'est un être idéal qu'on produit par la pensée. Voilà, donc on imagine quelqu'un d'idéal, voilà. C'est ça un égrégore. Okay. Donc, s'il te plaît, je shoot maintenant. Pendant des années, Alassane Ouattara a été un égrégore qu'on nous a vendu. Une compétence
imaginaire, des qualités imaginaires, un style américain imaginaire. Après 15 années, on se rend compte qu'on a affaire à l'un des pires dictateurs que l'Afrique n'ait connu. Après 15 ans, on se rend compte que selon lui-même, sa propre philosophie, au nom d'un devoir, n'importe quel devoir que lui-même il se serait inventé, il ne faut plus considérer la parole qu'il nous donne. C'est-à-dire que Alassane Ouattara te donne une parole aujourd'hui, tu y crois de bonne foi, de par l'institution qu'il incarne, tu crois à cela. Et puis, il se réveille un matin, il dit, bon, ok, j'ai le devoir de peindre la présidence en bleu. Et parce qu'il s'est inventé ce devoir de peindre la présidence en bleu, il peut venir te dire que la parole qu'il t'a donnée là, il ne la respectera pas. Voilà la différence. Ou voilà à la pratique ce que l'égrégore là. S'il te plaît, tu l'as laissé parler. Voilà à la pratique ce que l'égrégore, c'est-à-dire... Je t'ai donné 10 minutes. Hein. Oui, c'est-à-dire l'imagination. Oui, je chute maintenant. C'est-à-dire l'imagination, l'homme idéal qu'on nous a présenté d'Alassane Ouattara là. Voilà à la pratique ce à quoi ça sert, ce que ça nous a donné à la réalité. Un piètre tyran. Quelqu'un qui est incapable de respecter sa propre parole. C'est vraiment triste pour la Côte d'Ivoire. Vraiment. Merci. Ok, merci Serge. Bon, j'espère que j'ai été assez équitable maintenant sur le temps. Hein. J'espère. Tu as été assez équitable, merci beaucoup. Ok, les amis dans la demande, désolé, hein. En fait, Daouda était prêt à couper. Du coup, moi-même, je suis dehors dans le bruit. Je vais lui demander s'il est prêt à nous laisser repartir avant de vous faire monter. Donc, patientez juste. Daouda, tu es là? Daouda? Bon, en attendant, Kaza va parler. Et puis, si Daouda revient, si nous confirme qu'on peut repartir sur le débat. Je préfère laisser le débat entre le et Serge Assé. Et puis après, quand... Hein? Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Monsieur Coco, vous êtes là? Oh, permet de rebondir. Non, je suis là. Je suis en train de table là. Ok. Bon, ben s'il attend, bon, je vais parler. Alors, c'est pas grave, je vais parler. Ouais, Kaza, il faut parler. Quand tu finis, je parle. Merci. Ok. Moi, je suis en partie d'accord avec ce que Serge Assé vient de développer. Hein. La partie où je suis d'accord, c'est quoi? Aujourd'hui, le RHDP, en fait, reproche aux partis de l'opposition de s'associer. C'est-à-dire que le RHDP qui s'est associé en 1995 avec le FPI reproche au PDCI aujourd'hui. On monte sur des panels pour dire Houphouët-Boigny doit se remuer dans sa tombe parce que quelqu'un aurait crié Houphouët voleur. Et aujourd'hui, le petit-fils d'Houphouët-Boigny vient s'associer avec ce dernier. Donc c'est une honte. Tout en oubliant de nous dire, en faisant semblant en oubliant de nous dire que la création du RDL, c'était des gens du PDC, c'était tous des transfuges du PDC qui sont allés créer le RDL. Et à cette époque-là, Gbagbo avait déjà créé Houphouët-Voleur. Ça ne vous a pas empêché de vous associer à lui. Mais aujourd'hui, quand le PDCI le fait, c'est un problème. Comme Serge Assé l'a dit, Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale RDR. Président de l'Assemblée nationale RDR. Là, il n'y avait pas il sortait fraîchement de la rébellion. On dit non. Aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo s'associe avec Soro Guillaume. On dit c'est le père de la rébellion. Mais à cette époque-là, quand il était président de l'Assemblée nationale RDR, il n'avait pas encore fait la rébellion. Il n'avait pas fait la rébellion. Non. Au bout d'un moment, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis les gens du RHDP, tout ce qui se passe en politique aujourd'hui, là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est du déjà vu. Et vous avez participé à ça. Quand l'opposition, les gens s'allient, c'est vous qui trouvez l'incongruité dans l'alliance de l'opposition.
Alors que tous, autant qu'ils sont dans l'opposition, vous êtes une fois dans votre vie alliés à ces gens-là. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Et à chaque fois, il faut arrêter à chaque fois de donner cet argument de cours de récréation. Dès qu'on vous prend à défaut sur quelque chose, non, Babo avait fait ça, Bédier avait fait ça, mais je suis désolé. Kaza, Eric, j'ai de la visite là, je vais descendre. Aïe. Ok, d'accord. Pardon. J'ai vraiment de la visite là. Ouais, il va nous Je pense que je vais remonter peut-être dans une heure, le temps de recevoir. Dans une heure, je pense que je vais me remonter. Il n'y a pas de souci, à tout à l'heure. Ok. Ok, merci, Yassi. Et à chaque fois, et là, tout à l'heure, ça tombe bien que Khalil y soit là. Quand il a pris quand il était en train de parler, j'ai fait un commentaire en bas. Parce que, qu'est-ce qu'il disait? Il dit que M. Laurent Gbagbo n'a pas dit clairement qu'il condamnait les propos de ces militants qui parlaient de Moussi ou bien quoi. J'ai même pas, tellement que c'est tellement bête ces phrases-là. Moi, je retiens même pas la phrase de ces gens qui scandaient ce genre de slogan. Et moi, j'écris en bas, quand un ministre de la République a traité M. Tidiane Thiam de Sénégalais, je n'ai pas vu le président dans son discours condamner ça clairement. Je n'ai pas vu un cadre du RHDB condamné. Et à lui maintenant de me répondre, oui, le PDCI, ouais, c'est des xénophobes, le PDCI, quelqu'un a traité des gens, Doumi a dit, quand tu ne votes pas le PDCI, tu es un adultérin. Mais c'est-à-dire qu'on prend toujours l'exemple, le mauvais exemple. Qui vous a dit que ce que Brendoumi a dit là, c'est bien? Qui vous a dit que ce que Brendoumi a dit, c'est bien? Qui vous a dit que la dame qui a traité, comment elle s'appelle, la femme, la maman de Bion, de Touareg, qui a dit que c'était bien? Mais à chaque fois vous donnez un argument qu'on vous prend à défaut, vous partez chercher fouiller dans l'histoire pour nous sortir les trucs similaires. Mais donc assumez. Donc pour vous, c'est un Sénégalais. Mais vous refusez de l'assumer. C'est ça qui est dommage. Vous refusez de l'assumer et à chaque fois vous faites toujours appel à l'histoire. Oui, le PDC a fait ceci, le PDC a fait cela. Mais sur Laurent Gbagbo, il a été clair. Il dit si vous voulez attaquer ces gens-là, il ne faut pas l'attaquer sur leur... Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qui vient dire non, et tu vous demande pardon, ne parlez plus ne traitez plus M. Ouattara d'étranger. Il faut être vraiment bête pour penser que le président de la République est burkinabé. Comment un burkinabé peut gérer la Côte d'Ivoire pendant 15 ans? Et tu vas venir nous trouver des arguments, aller fouiller dans les deals. Le PDC a déjà fait une réunion où on t'a dit non, qu'on est pour notre idéologie, c'est la xénophobie. Si on veut prendre les déclarations des gens un à un dans des partis pour faire l'idéologie du parti là, mais franchement, le RHDP est très 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 mal placé. Vous reprochez hier au PDC d'avoir reçu les rois baoulés. Mais les mêmes rois baoulés, ils sont allés chez le président de la République. Je ne vous ai pas vu sur les panels venus condamner ça. Ça dit aujourd'hui, vous vous arrogez le droit de faire tout ce que vous avez envie de faire, et quand les autres font la même chose, vous vous plaignez. Vous êtes associé, je vais chuter par là, vous êtes associé avec le PDC, le FPI à l'époque. Le PDCI le fait aujourd'hui, ce n'est même pas un accord électoral, c'est le même accord que vous avez eu la dernière fois parce que vous avez les mêmes revendications. Vous montez sur les panels pour vous plaindre. Vos cadres, même si c'était que sur les panels là, on allait dire bon, c'est pas grave. Mais vos cadres reprochent la même chose au PDCI aujourd'hui. Vous êtes allié à Soro Guillaume. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent s'est allié à Soro Guillaume. Vous trouvez quelque chose à dire. Alors que vous l'avez fait dans le passé. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Vous n'avez pas droit à tout et les autres à rien. Non, je suis désolé. Voilà, merci à toi, Eric. Merci.
Tu as encore un peu de temps, hein? Ok, général, je suis là, je fais le job, donc si tu veux y aller, il n'y a pas de souci, tu peux prendre la parole. Quand est-ce que je peux réagir? Oui, Voilà. oui, Non, De toute façon, c'était à toi de prendre la parole. comment? Kaza dit quoi? De toute façon, c'était à toi de parler, puis j'ai parlé à ta place. Donc, Ah, ok. Non. Continuez sur autoroute du Nord pendant 3 km. Excusez-moi, ils sont en train de conduire là. Donc. Alors, Kaza, en fait, bon, malheureusement, Serge Assé, il a raconté des bêtises, il est descendu. Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, il faut... Dans 3 km, il faut prendre la suivre sortie quand les en gens direction de boulevard Ouais. Lansemi Koulibaly. Moi, je ne m'oppose pas à l'alliance PPACI, Guillaume Soro. Vraiment, dans le principe, je m'oppose parce que chacun est libre de tisser l'alliance qu'il veut. Mais quelqu'un ne peut pas venir me dire qu'aujourd'hui, nous avons une opposition responsable en face de nous. Voilà pourquoi il n'y a pas de crise dans le pays et qu'il n'y a pas de tentative de déstabilisation. Je dis que ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas, t'allier à Guillaume Soro, qui lui-même a été jugé pour tentative de coup d'État en 2019 et qui, depuis la France, vous l'avez entendu, Kaza, a dit qu'il va arrêter Alassane Ouattara, le fait asseoir pour lui donner des conseils et venir me dire que ce Guillaume Soro-là, aujourd'hui, c'est un pacifiste et qu'il ne veut pas faire la guerre, il ne veut pas faire des rébellions. Tout ça, c'est ce que je n'accepte pas. Sinon, ils sont libres d'aller s'allier à Boko Haram. Ça, c'est leur problème. Mais tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, là, nous avons un Guillaume Soro qui est pacifique. Nous avons une opposition qui est pacifique. Alors que hier, le même Guillaume Soro a joué un rôle central dans le CNT. Et le CNT est un mouvement violent, donc une déstabilisation de la Côte d'Ivoire qui a échoué, Kaza. Pourquoi aujourd'hui, M. Thiam refuse qu'on l'associe au CNT? C'est tant que c'était une bonne chose. Donc quand on parle, il faut prendre le soin d'écouter. Parce que vous racontez, vous avez des messages à faire passer. Donc tout ce qu'on dit là, vous n'entendez pas. Je n'ai jamais dit que pourquoi vous êtes allié à Guillaume Soro ou bien pourquoi le PDCI est lié au PPACI. C'est le jeu des alliances. Les gens se trouvent dans une situation, mais ils sont obligés de se mettre ensemble pour constituer une force face à l'autre. C'est tout à fait normal, c'est logique. Je ne vois pas en quoi ça devient un problème, même en France. Lorsque le Front National arrive au deuxième tour et que la France voit une menace, mais toutes les idéologies se mettent ensemble pour combattre le Front National. Voilà, parce qu'il y a une menace. Parce que leurs intérêts donc, se sentent menacés. Donc ils disent non, il faut faire barrage au Front National et donc on s'allie. Mais une fois cette menace est passée, mais chacun retourne dans sa chapelle. On ne va pas leur reprocher d'avoir été ensemble. C'est ce que nous disons. Mais tu ne peux pas me dire que nous là, nous sommes une opposition responsable et que nous n'avons jamais rêvé donc de prendre le pouvoir par les armes, par des moyens, prendre la sortie en direction de boulevard Lansemi Koulibaly. Parce que si vous avez pour objectif de prendre le pouvoir par des moyens démocratiques, donc les élections, en 2020, la Casa, tu ne vas pas me dire que ce que vous avez fait, donc c'est un moyen démocratique. En quoi c'est démocratique? Donc il faut arrêter de distraire la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Prendre la sortie en direction de boulevard Lansemi Koulibaly. Une opposition responsable, une opposition civilisée. Surtout que on a été ensemble, Casa, vous et nous, le PDCI. Dans 300 mètres, et comme je l'ai prendre dit, la bretelle c'est vers près de boulevard 37 coups d'État qui ont été déjoués, donc de 2011 à 2017. Et c'est un témoignage de l'ancien préfet d'Abidjan, donc Toby. Donc quelqu'un va venir s'asseoir sur un panel pour dire si la Côte d'Ivoire est en paix, s'il n'y a pas de déstabilisation, c'est parce qu'on a une opposition responsable en face. J'ai dit c'est faux. C'est un mensonge que moi je ne l'accepte pas. Maintenant après, vous pouvez vous mettre ensemble. Ça c'est à vous de voir. Personne ne peut vous en vouloir parce que vous êtes mis ensemble. Nous-mêmes là, il n'y a pas longtemps on était avec Afingisano. On était dans un partenariat. Pour un objectif bien précis, il a dit que c'était pour faire la réconciliation. Mais on était ensemble. Alors qu'en 2011, mais il a pompé sous nos yeux ici. On l'a arrêté, on l'a envoyé à Bouna, après la guerre. Mais on s'était mis ensemble. Bon, et puis après, comme c'est, je vais dire, c'est quelqu'un qui est très instable, aujourd'hui, il est retourné au PPAC. Donc, on n'a jamais dit, on n'a jamais été contre les alliances. C'est une bonne chose, ça partit de la vitalité démocratique dans notre pays. Mais ne venez pas dire autre chose qui n'existe pas. C'est la première chose. Deuxième chose, malheureusement, le frère assez est descendu, mais il faut que j'en parle.
Quand le président dit, nous avons des défis monétaires, mais j'ai l'impression que les gens ne vivent pas dans ce monde. Toutes les monnaies se sont dégradées dues à la crise Covid et à la guerre en Ukraine. Tapez sur Google, vous allez voir que toutes les monnaies, même l'euro, pour la première fois, a été supplanté par le dollar. Toutes les monnaies se sont dégradées à cause du choc économique. Le Ghana, sa monnaie s'est effondrée, le Naira s'est effondré, la monnaie de l'Afrique du Sud s'est effondrée. Donc aujourd'hui, il y a un défi économique qui impacte les monnaies. Et là, le CFA, donc, est concerné par ce défi. Continuez sur boulevard Lenzeni Koulibaly pendant 2 particulièrement kilomètres. en ce qui concerne le CFA dans notre zone. Et d'ailleurs, pourquoi le cours n'a pas été mis en place? Mais on annonce le cours en 2019. Et en 2020, nous avons une crise Covid qui bloque tous les outils de production. Donc, une crise économique. Comment dans une crise économique, tu peux passer de ta monnaie donc, qui te permet donc d'exister à une autre monnaie? Ça, c'est pas possible. Donc, la Covid met un frein donc, à la volonté des États de passer, des États de l'UEMOA de passer donc du franc CFA à l'ECO. Et donc, on est obligé d'attendre que la crise passe. Après ça, on a la crise donc en Ukraine, donc qui impacte. Donc, en ce qui concerne le CFA, non seulement aujourd'hui, nous avons 3 pays donc de notre zone qui sont confrontés à de réels défis économiques. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Non seulement ils sont confrontés à de vrais défis économiques, mais aussi et on est sous la menace de ce que ces pays-là, du jour au lendemain, quittent le franc CFA. Donc, avant de passer à une autre étape, ou bien le président, donc Alassane Ouattara, qui est d'abord un spécialiste de la monnaie, dont le pays représente plus de 40% donc du PIB et des réserves donc de la banque centrale, dit nous avons un véritable défi qu'il faut régler. Il faut travailler à parer au plus pressé et à régler le problème de la monnaie au cas où nos frères donc nous quittent. On a eu la crise, le Burkina Faso donc qui voulait prendre la tête donc du UEMOA, alors que ce pays ne veut pas collaborer avec la France. Or, c'est la France qui garantit notre monnaie, c'est notre partenaire au niveau de la monnaie. Donc, si vous mettez à la tête de votre structure un pays qui ne veut pas travailler avec le partenaire principal, mais il faut être idiot pour penser que les choses vont marcher. Donc, voilà les défis qui s'opposent à nous. Et le président est conscient de cela. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans l'UEMOA, il n'y a qu'un leader. Diomaye Faye, c'est un novice. Et que même au niveau de l'exécutif, il y a un véritable problème, il y a une sorte d'instabilité à la tête du pays entre son mentor, le Premier ministre et lui-même. Et donc ça crée une instabilité politique, institutionnelle. Mais vous avez aussi un déficit de leadership. Les pays de l'AES, ceux qui ont fait le coup d'État, mais ils savent tout sauf la gestion d'un État. Donc au niveau de l'UEMOA, nous n'avons pas de leadership. Donc le président ne peut pas partir dans une situation aussi difficile. Bon, ceux qui sont raisonnables comprennent. Mais ceux qui veulent faire de la manipulation et du populisme ne peuvent pas comprendre parce que leur objectif, c'est de salir l'image d'Alassane Ouattara, c'est de tout salir. Mais sauf qu'aujourd'hui aussi, on ne peut pas donc penser que des gens de l'opposition comme en Côte d'Ivoire, comme les Laurent Gbagbo, puissent donner des leçons donc à Alassane Ouattara. En termes donc de gestion, oui, il a échoué. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a échoué. Quelqu'un qui a fait passer son budget de 2400 milliards en 2011, aujourd'hui, à plus de 15 000 milliards avec un objectif de 17 000 milliards en 2026, tu as dit qu'il a échoué. Comme tu l'as dit la dernière fois, prenez tout dans tous les secteurs. Ok, il n'y a pas de problème. Vous prenez dans tous les secteurs, mais je vous mets au défi de nous dire sous Alassane Ouattara, est-ce que dans un indicateur donné, sous sa gouvernance, il y a eu un recul? Aucun recul. On nous reproche ici aujourd'hui là d'être un tyran, un pouvoir antidémocratique. Aujourd'hui, dans ce monde-là, tu peux trouver combien de pays où l'opposition a la possibilité de marcher pratiquement tous les jours. Pour ne pas exagérer, mais au moins avoir une fréquence de marche assez forte. Aujourd'hui, vous avez une opposition qu'on invite sur les plateaux télé, qui a la possibilité de s'exprimer jusqu'à elle-même, elle est fatiguée, elle dit je ne veux plus là-bas. Et puis tu vas dire que oui, on vit dans une dictature, dans un pouvoir tyrannique. Mais c'est vrai qu'on peut tout dire, hein. Mais au moins, il faut, donc avant d'ouvrir la bouche, là, réfléchir au moins 2 ou 3 fois avant de faire sortir le mot. Parce qu'à la fin, là, les gens nous regardent et puis nous écoutent. Voilà. C'est vrai que tu peux aligner les mots, tu peux même dire que c'est un pouvoir terroriste et autres, mais à la fin, les réalités sont là. À la fin,
il y a des oreilles indépendantes qui nous écoutent et des yeux indépendants qui nous écoutent et qui mesurent tous les indicateurs. Aujourd'hui, ce que tu es en train de dire là, tu ne peux pas dire ça au Mali, tu ne peux pas dire ça au Niger, tu ne peux pas dire ça au Burkina Faso sans que tu sois interpellé. Mais vous vous insultez Alassane Ouattara, vous dites ce que vous voulez sur les plateaux télé. Mon ami et frère, quoi Justin, a dit devant moi sur NCI, Alassane Ouattara était un despote. Et puis il est descendu du plateau, il a pris sa voiture, il est parti à la maison. Tu es sûr que Kaza, tu peux dire ça dans un état où le président a fait de la dictature un principe de gouvernement. Mais comme c'est des gens qui ne font pas attention à leur crédibilité, des gens comme Serge Assé, voilà un gars, il n'a jamais fait attention à sa crédibilité. C'est-à-dire, Dans 200 mètres, prendre à gauche sur avenue Gaston Houlet, tout ce qui M10. tombe dans sa bouche là, il va dire. Que ça soit vrai, que ça soit faux, lui le dit. Pourvu que ça sonne bien dans les oreilles de ceux qui l'écoutent, en tout cas de ses partisans. Donc, il n'a aucun sens de la cohérence, de la responsabilité. Voilà pourquoi la dernière fois, Élysée l'a mis en difficulté ici. Tu dis que le gars a des prises de position favorables au parti. Prendre à gauche sur avenue Gaston Houlet, Tu dis que le M10. gars a des prises de position favorables au pouvoir. Le gars dit, bon, ok, dans tous mes débats et sur tous les Pensez à sujets... chuter. non, je vais chuter. Dans tous mes débats et sur tous les sujets, donne-moi quelques sujets sur lesquels j'ai eu un avis qui est favorable à celui du pouvoir. Il dit, bon, le sujet de Thiam. Il dit, bon, le sujet de Thiam, là, c'est vague. Il y a sa question de sa candidature, il y a les affaires, donc au PDC, il y a Bion, Valérie Yapo. Donne-moi un seul exemple. Il n'a pas pu trouver. Le gars lui a donné une semaine pour qu'il parte chercher. Mais ça, c'est la honte. Mais comme c'est des gens qui n'ont pas honte, sinon à sa place, il va Dans avoir honte. 400 mètres, Parce qu'un prendre à droite intellectuel, sur quand il avenue dit Émile quelque Brou. chose, il faut être précis. Il faut dire sur tel sujet, tel argument que tu as développé est en faveur du parti au pouvoir. Mais il n'arrive pas à le dire. C'est-à-dire, il dit les choses comme ça parce qu'il faut le dire. Comme les enfants le disent, il dit ça au hasard et puis il s'en va. Parce qu'il sait bavarder, il bavarde et puis il s'en va. Mais bon, moi je pense que c'est des gens qui peuvent rien faire en politique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le PPACI, qui a 2 mairies, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Des gens qui étaient au FIO hier, ils ont institué le rang Gbagbo, mais aujourd'hui ils retournent au PPACI. Mais quand on vous regarde, mais c'est avec un œil vraiment amusant, hein? Quand on vous regarde. Donc, Eric Atef, c'est là où il voulait m'arrêter, pour dire à nos amis, vraiment, heureusement, il nous reste 2 mois pour aller aux élections, et rien ne va bloquer le processus électoral. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, après, si Ouattara a échoué, mais mettez-vous ensemble et allez-y le battre dans les urnes. C'est ce qu'on attend, et c'est ça le principe démocratique. Ok. Merci, M. Kokora. Général, tu es là? Khalil? Oui, oui, oui. Allez, bonsoir, Ouais. bonsoir. Bonsoir. Ouais. Daouda, si tu es là. Daouda, tu es là. Daouda, il n'est pas à côté, hein, alors que j'attends son retour pour pouvoir faire monter les gens. Bon, après, tu peux trier hein, les gens qui ont l'habitude là, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, comme il était prêt à fermer, après Ouais, c'est bon, frustrant. il n'a pas, il fait ils n'ont même pas ils ne pourront rien dire. Est-ce que je peux... D'accord, général, vas-y. Est-ce que vous m'autorisez à dire bravo à Kokora? Parce que, franchement dit, Kokora, bravo à toi, bravo. Parce que... Si tu avais le bouton, tu allais applaudir. Je t'assure. Non, je t'assure. Non, c'est vrai, on rit, mais franchement, ça dit que il aime le président Alassane Ouattara, donc il suit tout ce qui se passe, il suit. Comme on dit, il est concentré. Il est vraiment concentré. Franchement, dit, sur le volet politique, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce que, comme il a dit tout à l'heure, avant que Kaza et lui-même ne montent ici, lors de ma présente prise de parole, j'avais dit qu'il n'y avait vraiment rien à retirer, n'est-ce pas, du discours du président Gbagbo aujourd'hui. Donc, sur d'autres sujets, on pourrait peut-être faire la discussion, c'est vrai, mais je pense que, voilà, je n'ai même pas bien suivi, parce que j'ai entendu mon nom de Kaza, mais je n'ai pas suivi vraiment, ou à quel point est-ce que, en tout cas, voilà, quel pic est-ce qu'il m'a envoyé, parce que je n'ai pas pu comprendre, franchement, je n'ai pas pu comprendre. Mais ce qui m'a séduit encore une fois, c'est la brillante intervention du grand frère Kokora. Et je vais juste ajouter un point, c'est sur ce qu'il a dit, notamment le volet économique et financier. C'est vrai, le président en a parlé comme étant un impératif. Et tu as fait très bien fait de rappeler aux gens le danger qui nous guette. C'est très important. Et je rappelle d'abord rapidement à ceux qui nous écoutent que dans la CEDEAO, il y a environ 14 pays, sauf erreur de ma part, mais nous avons 8 monnaies.
la monnaie du Nigeria, du Ghana, du Libéria, d'autres pays, en plus du franc CFA. Et donc, le projet de créer une monnaie commune, là, c'est un projet qui est vieux, hein, depuis les années 80. Pour être plus exact, si mes souvenirs sont bons, c'est en 83 que l'idée de créer une monnaie commune en CEDEAO a germé. Et donc, le projet initial était de faire quoi? On devait d'abord créer, c'est-à-dire que les pays de la ZMAO, c'est-à-dire les pays comme le Libéria, le Ghana, c'est-à-dire les autres pays membres de la CEDEAO qui n'ont pas de franc CFA pour monnaie, devaient créer eux aussi leur BCAO, si vous voulez, leur monnaie commune. Et donc, le délai qui avait été donné, c'était les années 2000. En 2000, normalement, cette monnaie-là devait être créée déjà, notamment avec le Ghana, le Nigeria et leur monnaie à côté, pour que jusqu'en 2015, le délai de 2015, nous fassions, on va dire, non, c'était d'abord 2009 et après 2015, nous fassions une monnaie unique. Mais ces pays-là de la ZMAO n'ont pas pu faire leur monnaie commune. C'est pourquoi, en 2015-2017, notamment, il a été décidé finalement d'inverser le processus, de faire en sorte que, au lieu qu'eux ne fassent d'abord leur monnaie pour qu'on puisse jubiler cette monnaie avec le franc CFA, que nous allons tous en même temps vers une monnaie commune. Et donc l'idée avait été arrêtée, n'est-ce pas, depuis 2017, le président Ouattara en parle, et pour que nous ayons une monnaie unique directement, c'est-à-dire à l'horizon 2020. Mais comme l'a si bien rappelé tout à l'heure Kokora, c'est qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Il a rappelé effectivement la Covid-19 et plein de choses, c'est vrai. Mais l'impact de cela, c'est quoi? C'est-à-dire que pour aller vers une monnaie unique, notamment dans le cas de l'euro et dans d'autres endroits, on met en place ce qu'on appelle les critères de convergence. C'est-à-dire qu'il y a des critères, il y a des normes qu'on met pour que chaque pays, d'abord, les respecte, pour que nous allions résolument vers cette monnaie unique-là. Donc, pêle-mêle, effectivement, pêle-mêle, il y a le taux d'inflation, le taux d'endettement, c'est-à-dire que le rapport, on va dire, dette publique sur PIB, et d'autres critères, effectivement, qu'on appelle, en tout cas, des critères de premier rang et de second rang. C'est un peu trop technique, c'est vrai, mais je veux quand même rappeler cela à mon frère Serge pour dire que, primo, la question de savoir, est-ce qu'après la crise de 2019-2020, est-ce que les pays de l'UEMOA et les pays même de la ZMAO, le Nigeria et autres là, respectaient les critères de convergence? Non. Malheureusement, je ne suis pas en grand selon, je voulais montrer en fait au moins un site de Sika Finance, un article, n'est-ce pas? Ils avaient fait un tableau rapidement là-dessus pour édifier ceux qui voulaient savoir plus ou moins où était le problème, le projet de l'éco. Et donc, vous allez voir que ils ont retenu dans leur étude ici 3 critères principaux, c'est-à-dire le déficit budgétaire, c'est-à-dire que le critère c'est de faire, n'est-ce pas, d'être à 3% de déficit budgétaire. Or, comme l'a dit tout à l'heure Kokora, à cause de la crise n'est-ce pas, du Covid-19 là, les pays du monde entier, la France, les États-Unis, tout le monde, on a eu ce qu'on appelle un dépassement budgétaire. Parce qu'il fallait emprunter encore plus pour faire face, n'est-ce pas, au coût, n'est-ce pas, des vaccins, les hôpitaux qui vont être... Bref, tout le monde a connu un dérapage budgétaire, c'était compliqué. Et donc, après cela aussi, il y a ce qu'on appelle le taux d'inflation. Dans la zone UEMOA, ça tourne autour d'environ, on va dire, souvent 2%, 3% de d'autres pays avant la Covid-19. Mais après, nous sommes montés haut. Et donc, il y a tellement de défis que tout le monde ne comprend pas, qui bloquent, n'est-ce pas, le projet de l'EMCO. Mais pour eux, pour aller créer une monnaie unique, il faut juste faire comme ça. Pour aller. Non, c'est pas vrai. Et donc, M. Ouattara ne saurait à lui seul porter le fardeau de 14 pays. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, il est quand même important qu'on puisse faire cela au débat. C'est important. Parce que il y a, d'un côté, une volonté politique qui est affichée. Et de l'autre côté, il y a aussi des raisons intrinsèques, vraiment techniques, qui battent en brèche, effectivement, et là dire cette communion monétaire, là, en fait. Donc, ça, normalement, nous devons le savoir. À moins que soit on va dire, ne lisent pas beaucoup les magazines économiques, peut-être, mais au moins, Kokora tout à l'heure a démontré que sans être vraiment économiste tout et tout, mais il avait tout à l'heure une vraie maîtrise, n'est-ce pas, des sujets. D'où tout à l'heure, encore une fois, mon satisfait et mes félicitations à lui, parce que il est très très outillé en politique, c'est vrai, mais quand il parle même d'économie, tu penses que tu as en face de toi un agrégé d'économie. Donc encore une fois, je veux le saluer, quoi, pour dire que merci d'aimer le président Ouattara, merci de venir toujours nous assister ici, puis de pouvoir édifier le panel, n'est-ce pas, les panels, où que tu sois. Vraiment, merci beaucoup.
sur le volet politique, là, 4 heures, je parle là-dessus parce qu'il a quand même répondu à tous les arguments du Serge, je pense bien. Voilà. Je pense bien. Donc je vais m'arrêter là sans forcément trop m'apprécier sur le sujet. Voilà. Merci infiniment. Merci, Khalil. Désolé pour le bruit, hein. Kaza, vas-y. Kaza, tu es là? Kaza. Je suis là, je suis là. Vous me cherchez quoi? Je ne sais pas s'il faut relancer, parce qu'il y a les gens dans les demandes. Non, mais même si on relance, ça sera compliqué. Hein? Ou bien tu veux qu'on relance? Tu as dit que tu sortais là. À un moment, on était devenu 700, 800 là-bas, mon cher. Non, mais si tu veux, on peut se donner une heure encore. Une heure? Ok, d'accord, d'accord. Une heure. On va prendre quelques personnes. Ok, Kaza, désolé, hein, vas-y. Ah, ou bien tu as pris? D'après les commentaires, il dit il faut 2 heures. Ah, les gars. Attends, ils veulent que vous parliez seulement samedi là. Genre, les autres n'auront pas parlé pour. Allez dormir, les gars. Kokora, c'est la star. Quand Kokora est là, Kokora, il a des groupies. Oui, oui. Je suis un peu prudent parce que je veux pas. Il y avait plein de gars qu'on connaît qui sont partis. Maintenant, après, je ne veux pas prendre des gens qui ont venu insulter pour rien. Je peux? Bien sûr, prends les gens que tu veux. On te donne 1h, 1h30 à tout casser. Kaza, tu dis quoi? Tu veux y aller? Ou bien t'es pas dispo? Non, non, je suis dispo, mais comme vous me parlez, à chaque fois, il y a quelqu'un qui parle, donc j'écoute. Ah non, non, désolé. Vas-y alors, vas-y. Voilà, donc je disais que moi, je remercie Kokora de reconnaître que les alliances, là, c'est normal. Mais moi, je les exhorte aussi à donner ce conseil-là à plusieurs militants du RHDP qui passent le temps à dire sur des panels que Loufou-Boigny va se remuer dans sa tombe parce que Thiam s'est relié. Khalil même, il lui sort aussi souvent cette phrase-là. Ah bon? Khalil, oui, oui, oui. Toi, tu l'as dit une fois. Toi, tu n'as pas dit Loufou-Boigny va se remuer, mais tu dis comment est-ce que tu l'as dit ça, que comment est-ce que Thiam a dit quelqu'un, le serpent, il veut pas mettre le serpent dans sa culotte aujourd'hui, il est avec le serpent. Tu l'as déjà dit. Oui, oui, oui. Bon, voilà. Assume ça. Assume ça. Ouais, ouais, oui, bon voilà, donc moi je dis à Kokora de vous conseiller, vous dire les alliances là. Pas pareil. Hein? Ah ouais, c'est pas pareil, ok d'accord, bon. Pardon, laisse-moi parler s'il te plaît, tu sais que je suis comme toi, je n'aime pas qu'on me coupe. Voilà. Maintenant, tu dis tu n'as pas entendu les reproches que j'étais en train de faire, je vais te le répéter. J'ai dit, quand tu as pris la parole, tu dis pourquoi le président Gbagbo n'a pas condamné clairement les propos de ces militants qui racontaient des sottises paroles, même que j'ai dit, hein, que moi je n'ai même pas retenu ça, l'histoire de Petit Mossi, quoi, là, bon voilà, c'est tellement idiot que moi je retiens même pas ça. Et quand je te dis que quand un ministre de la République traite M. Tidiane Thiam de Sénégalais, pourquoi les cadres du RHDP sont pas montés au créneau pour le condamner? Tu me ramènes maintenant à Valérie, à Brendoumi, mais ça c'est des arguments, franchement, excuse-moi, hein, des arguments de cours de récréation. À chaque fois, vous nous ramenez dans le passé. Je vous dis toujours que c'est parce que les gens à l'époque là, ils n'ont pas su gérer que vous avez souhaité le suffrage des Ivoiriens et vous ont accordé ça. Donc si c'était pour faire la même chose comme les autres là, mais laissez le pouvoir. Parce que à chaque fois, mais ça devient fatigant. Ça devient fatigant. Vous montez sur les panels pour dire non, on va pas vous accorder la marche parce que nous, à notre temps, on nous a pas accordé la marche. Qui vous a dit que ne pas accorder la marche à l'opposition?
constitution là, c'est une bonne chose. Et à chaque fois, c'est ça. Oui, quand on fait un truc, non, Gbagbo avait fait ça, non, Bédi avait fait ça. Mais ça, vraiment, c'est des arguments de cours de récréation. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Hein. Ça devient pénible. Ça devient pénible. Qui a dit que le comportement de Gbagbo avant, là, certains de ses comportements, qui a dit que c'était bien? Ce n'est pas bien. C'est pour ça que les Ivoiriens vous ont confié le pays pendant... Mais ça ne vous suffit pas. Chaque fois, vous ramenez à ça. Tu dis que Gbagbo n'a pas condamné les actes. Pourtant, le monsieur l'a bien dit à ses militants. Si vous voulez attaquer les gens, évitez de les attaquer sur leur ethnie ou bien sur leur physique. Il a bien dit ou pas? Quand il dit ça, il parle de qui? Et toi, tu as venu me parler des gens aussi qui sont aussi fous, qui sont dans la xénophobie. Est-ce que le PDCI, toi, tu es sûr que le PDCI, là, ils font des réunions pour dire non, nous, aujourd'hui, là, notre idéologie, là, c'est la xénophobie. Vous prenez des cas particuliers, mais quand c'est dans votre camp, on peut pas. Quand il y a un gars qui s'appelle Bob le mannequin venir raconter ses histoires, est-ce que nous, on est monté pour dire non, le RHDP, là, c'est des jasseurs et tout, c'est des jasseurs? C'est un individu, un fou, je le dis, qui est venu faire des déclarations en se réclamant comme militant du RHDP. Je te donne un exemple. Les terreaux en France ici, là, ils disent qu'ils sont musulmans. Est-ce que tous les musulmans se réclament d'être terroristes? C'est quelques fous qui se réclament d'être musulmans, c'est tout. Donc s'il y a des radicaux au PDCI qui viennent, qui font des déclarations, vous n'allez pas dire que ouais, c'est tout le PDCI. Puisque nous, on ne vous fait pas le même procès d'intention. Mais vous, c'est toujours pareil. Même Kaza, qui est là, quand il dit quelque chose là, vous allez monter sur des panels pour dire ouais, c'est ce que le PDCI pense. Non. Il y a des individus qui forment un parti. Et le parti là, ses règles. Dans la charte du PDCI là, il n'y a pas xénophobie dedans. Voilà, c'est condamné. Comme au RHDP aussi, je pense. Donc, c'est pas parce qu'un individu au RHDP vient tenir des propos xénophobes que moi, je vais venir dire que le RHDP, c'est un parti xénophobe. Alors que vous ne vous empêchez même pas de le faire. Et à chaque fois, c'est la même chose. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le PDC que vous traitez de xénophobe aujourd'hui, là, c'est à Daoukro qu'ils ont fait l'appel de ce fameux appel de Daoukro, non? Pour avoir une candidature unique. Appel, non, moi je te le dis, j'étais contre cet appel-là. Mais Bédi en a décidé comme ça, il était le président. Voilà, on s'est aligné. Là, vous n'avez pas trouvé qu'ils étaient xénophobes. Lorsque les chefs coutumiers baoulés se sont réunis pour faire une réunion au niveau du PDC, vous êtes montés sur les panels pour dire non, c'est des xénophobes, c'est des xénophobes, c'est des xénophobes. Mais comme les mêmes chefs là, ont été reçus par le président de la République. Là, ils sont plus xénophobes. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de voir la xénophobie partout. Il faut arrêter de croire que les gens se sont réunis pour être contre les djoulas ou bien pour être contre. Non, ce n'est pas vrai. Dans le pouvoir, quand Bédié était président, il y avait tout le monde dans son gouvernement. C'est ce discours-là que vous teniez à l'époque pour dire non, on nous empêche de porter des boubous. Et pourtant, quand vous avez pris le pouvoir, là, on vous a jamais vu organiser un conseil des ministres avec des gens à boubou ou bien venir vous présenter à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale d'alors qui tenait ce discours-là. Il n'est jamais venu à l'Assemblée nationale en boubou. Pourtant, il dit non, il a pris des sangs parce qu'on les empêche de porter des boubous. Au bout d'un moment, il faut être quand même sérieux. Il faut être sérieux dans vos procès d'intention là, ça devient fatigant. Donc merci encore à Kokora, c'est vrai, toi tu l'as jamais dit, mais il faut former tes militants qui passent leur temps à dire qu'ils sont contre cette alliance là et patati patata. Et puis en plus, ce qui me désole, c'est que ce n'est pas une alliance électorale. La seule alliance électorale que le PDC a eu à faire, vous le savez très bien, c'est avec le RDR. Où c'était clair, la première alliance, celui qui passe au premier tour laisse la place d'appel ses militants à voter pour l'autre, ça a été respecté. Deuxième alliance, candidature unique, RDR, PDCI. Vous ont créé RHDP. Vous le savez, est-ce que l'alliance avec Gbagbo, là, c'est une alliance électorale? Qui vous a dit que c'est une alliance électorale? Vous l'avez lu quelque part? Non, vous inventez des choses pour faire croire aux gens que c'est la vérité. Quelques Merci. secondes pour chuter. J'ai chuté, mais merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'émotion. Hein. Chèque. C'est à moi. Il n'y a pas de motion. Donc, Khalil, c'est toi qui dirige. Ah, bon, ok, donc, ça qui la parole, on a la parole. Chaki, vas-y. Normalement. Vas-y, Chaki. Ok, moi, T'as quoi de me dire, s'il vous plaît?
Je pense qu'il avait mis 5 minutes à Casa. Je vais mettre les minutes. D'accord, je vais mettre. En fait, moi, je vais reprendre 2 éléments peut-être dans le narratif de Serge Assé. Et de plus en plus, moi, je constate que, comme Khalil l'a dit là, souvent, c'est plus de postures. Serge Assé n'est pas là, hein. Il n'est pas là, donc tu peux... Oui, mais il a parlé, ceux qui étaient dans le panel ont écouté. Non, mais il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Non, écoute, Kaza, je le critique pas, je donne une contre-analyse d'une analyse qu'il a faite. Qu'il soit là ou pas, ceux qui ont écouté sont là. Mais non, mais par principe, là, quand quelqu'un n'est pas là, on ne parle pas de lui. C'est vous-même qui m'envoyez ce principe ici. Non, mais je donne une contre-analyse d'un propos qui a été tenu dans le cadre d'un débat dans lequel on se trouve. Ce n'est pas une critique que j'apporte sur la personne pour dire qu'il m'a invectivé ou bien je vais l'insulter. Ce que tu vas faire, Cheki, tu peux faire l'analyse sans nommer Serge, vu qu'il n'est pas là. Oui, ça marche. Voilà. Ce que j'étais en train de faire ressortir dans le narratif, c'est qu'il y avait 2 points. Il a dit que depuis 15 ans, la Côte d'Ivoire, sinon le président Ouattara, est en palabre avec ses voisins. C'est ce que j'ai cru entendre. Mais moi, je m'inscris en faux parce que on sait que les bisbis sont arrivés quand il y a eu des coups d'État dans les différents pays. Et ces coups d'État-là, à ma connaissance, ne datent pas de 15 ans. Et je pense que la plupart de ces coups d'État, c'était après 2020. Donc, les 15 ans pour dire que la Côte d'Ivoire est en palabre avec tous ses voisins-là, je pense que c'était un peu exagéré. Même si le but, c'était d'avoir la sympathie peut-être des gens de l'AES, mais c'était exagéré. Et quand je pousse l'analyse, le problème, c'est pas la Côte d'Ivoire seule qui a un problème avec ces pays-là. Avant la chute de Bazoum au Niger, je pense que le Mali et puis le Niger étaient un peu en bisbille dans les différentes déclarations. OK, on peut juger que le président Ouattara est mauvais, que la Côte d'Ivoire est un mauvais pays. Mais ce même pays, le Mali, après le départ de IBK, a eu une crise, sinon des bisbilles diplomatiques, sinon des envolées lyriques avec tous leurs voisins, à commencer par le Niger. Après le Niger, on s'est retrouvé avec la Mauritanie un moment. Après, c'était l'Algérie. Il fut un moment même pas de façon diplomatique, mais dans les envolées encore lyriques, c'était avec la Guinée. Donc, la question centrale on pourrait se poser là, c'était de savoir, est-ce que réellement c'est la Côte d'Ivoire qui est le problème, ou bien c'est ceux qui sont venus là puisque si on se base sur le principe que avant qu'ils n'arrivent, tout allait bien, et lorsqu'ils arrivent, ils sont en bisbille, pas juste avec la Côte d'Ivoire, mais avec la plupart de leurs voisins. Donc, si on parle de ce fait-là, est-ce qu'il faudrait accuser Alassane Dramane Ouattara ou bien la Côte d'Ivoire de vouloir vraiment toujours créer des discordes avec les voisins? Je pense que la Côte d'Ivoire peut être fautif en griffe, mais je pense aussi qu'il faut interroger ces voisins-là. Et la situation s'est empirée encore plus quand il y a quelqu'un qui s'est retrouvé de leur côté, qui est Guillaume Soro, qui ne cache pas son envie de renverser le pouvoir d'Abidjan, pas par les unes, mais de façon destructive, sinon de faire un coup d'État. Donc ça, c'était le premier point de l'analyse qu'il faudrait vraiment faire attention. Maintenant, dans la deuxième analyse, il a dit comme ça, quel est le Guillaume Soro qu'on préfère? Est-ce que c'est le Guillaume Soro qui était associé avec le RDR dans la prise des armes et autres? Moi, j'aime pas revenir sur la rébellion, mais il y a eu des faits au moins qui se sont passés. Les faits, c'est quoi? Je pense que la rébellion était dans le G7. Le G7, c'était pas le RDR seulement. Il y avait aussi le PDCI à l'époque. Et puis, il y avait d'autres partis politiques qui faisaient partie de ce groupement-là. Donc, d'où vient le fait qu'on ampute seulement au RDR le fait de s'être accoquiné avec la rébellion? Et il va plus loin. Il dit que après les élections, pour récompenser la personne, c'était de façon substantielle, et il n'a pas dit comme ça, mais c'est le sous-entendu, c'était que après la rébellion, on nomme Guillaume Soro président de l'Assemblée nationale, juste parce qu'on voulait le récompenser de ce qu'il aurait fait. Mais là encore, c'est encore plus grave, parce que le problème qui se pose, après 2011, le président Ouattara, qui est chef suprême de l'armée, qui est chef de l'État, est confronté à 2 situations. La première, c'était qu'il avait Guillaume Soro, qui était premier ministre et ministre de la Défense en même temps. Mais c'était un poste qui, avant les élections, était dévolu
au PDCI. Donc, il fallait faire bouger Guillaume Soro de ce poste pour respecter ses engagements avec le PDCI. Maintenant, quand tu fais bouger cette personne de ce poste, à quel poste tu le mets, sachant que dans l'environnement politique immédiat où vous vous trouvez, il a été le seul qui, juste avant ta mandature, a été Premier ministre, donc est au fait de tous les dossiers qui étaient en cours. Et il a été aussi le seul qui a géré une armée avant ta prise de pouvoir. Donc, je pense que dans le contexte actuel, tu peux peut-être lui reprocher d'avoir été un rebelle, je suis d'accord, mais à cette époque-là, je pensais qu'il répondait un peu plus au profil des défauts constitutionnels parce qu'il avait une expérience entre griffes de la situation récente du pays. Et il était la personne à même à ce moment-là, si jamais je touche du bois, ben ça ne s'est pas réalisé. Si le chef d'État mourait, il pourrait être la personne à ce moment-là qui pouvait assumer cette transition-là, du fait qu'il avait déjà géré 60% du territoire. Quand il y a eu la réunification, il était encore ministre de la Défense, donc maîtrisait l'armée. Donc c'est plus un choix stratégique à l'instant T qui s'offrait au monsieur qu'une récompense. Mais c'est toujours de bonnes guerres. Quand on veut toujours utiliser la malice pour faire des rapprochements, pour étayer ses thèses, pour mettre les autres à l'aise ou bien pour mettre le parti au pouvoir en difficulté, on trouve toujours des arguments. Et moi, je pense que ce choix-là, à l'époque, quand le président Ouattara le faisait, c'était le meilleur des choix parce qu'il aurait pris une autre personne. Si on avait une situation difficile, ça allait être très difficile à gérer. Ça pourrait même susciter une autre crise. Maintenant, je chute par l'analyse de Casa. Kokora a dit qu'il est d'accord avec les alliances. Oui, c'est un cas du RHDP, c'est son droit. Mais Casa, c'est aussi le droit des sympathisants ou même des gens qui ne sont pas du RHDP, mais proches du RHDP, de dire que ils trouvent cette analyse-là, cette alliance-là, vraiment pas morale du fait de ce que le président Houphouët-Boigny a dit. C'est une opinion, tu peux pas leur enlever ça. Il se base aussi sur des faits, sur des éléments pour le dire. Ça veut pas dire qu'ils sont bêtes ou bien qu'ils n'ont pas la capacité de raisonner. Ils ont juste donné leur point de vue aussi par rapport à une situation. Le point de vue là, je pense qu'on ne peut pas l'enlever à quelqu'un. Je pense qu'il a terminé. Merci beaucoup, Cheki. C'est ça, monsieur Aliko de parler. Allez, bravo à toi, Cheki. Bravo, infiniment, bravo. Ouais, avant de féliciter les gens, n'importe comment, là, j'ai demandé une motion. Il faut t'occuper des autres. On n'y a pas d'émotion, mon frère. Mais qui a dit ça? Qui a dit qu'il n'y a pas d'émotion? Non, on a dit qu'il n'y a pas d'émotion. Il a dit ça à quel moment? Quand tu as fini de parler, j'ai demandé d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Donc, moi, je continue. Non, tu n'as pas. Ok, il n'y a pas après ta suite, il y a une émotion. Là, on va voir son micro, dit non, pas d'émotion, on continue. Il a dit que c'est toi qui gères. C'est toi qui gères. C'est pour ce sens-là qu'il dit. Non, c'est pas grave. Tu peux me couper là. Tu peux couper là. C'est pas grave. De toute façon, j'aurai un temps de parole. T'inquiète. Non. À ce moment, je ne gérais pas encore la modération. Je ne gérais pas encore la modération. C'était 4 heures. C'est 4 heures qui m'a confié la modération. Non, c'est Khalil qui gère. C'est Khalil qui gère. Voilà. Mais dis, excuse-moi, 4 heures. Dis-moi. Il y a motion ou pas? Selon Daouda. En tout cas, moi je permettais, mais c'est vraiment à ton chose, quoi. À ta discrétion, si tu veux permettre l'émotion, c'est toi qui gères. Bon. Franchement, dit. Bon, Khalil, c'est à ta discrétion, hein, franchement. Quand tu as dit motion, là, en fait, pour moi, j'avais compris, est-ce que quelqu'un a une motion? J'ai dit qu'il n'y avait pas de motion, en fait. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un avait une motion, que la motion ne passait pas, en fait. Je dis à l'instant T, personne n'a demandé, en fait, de motion. Donc, c'était une incompréhension. D'accord, ok. Donc, dans ce cas-là, Kaza, vas-y, alors, fais ta motion. Non, c'est bon, distribue la parole. C'est toi qui gères, donc il n'y a pas de problème. T'inquiète. Non. J'ai dit qu'il n'y a pas d'émotion parce que pour moi, Daouda avait dit pas d'émotion. Mais ici, il dit qu'on n'a pas compris, donc vas-y. Moi, j'obéis aux règles en fait, du panel. Ok. Alors, M. Cheki nous dit qu'il me reprend encore en disant que Kokora a donné son point de vue. C'est normal, mais permettez-nous, c'est de sa phrase, hein, permettez-nous de critiquer cette alliance-là. Qu'est-ce que tu reproches à cette alliance que vous n'avez pas fait en 95? Je te répète que le RDA, là, le RDA
c'était des transfuges du PDCI, PDCI, le même PDCI qu'Oufo Boigny a créé là. C'est le même PDCI que Gbagbo a insulté d'après vous là. C'est avec eux que vous êtes alliés et ce n'était pas une alliance électorale comme vous avez les mêmes revendications. Et je peux te les citer, hein. Urne transparente, vote à 18 ans, bulletin unique, etc., etc. Et ça, tu es monté sur un panel ou bien tu es parti sur Facebook pour aller te plaindre de ça. Et c'est ce que je vous reproche justement. Ça dit ce que vous avez fait hier. Là, vous ne voulez pas que les gens fassent ça aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi? Je dis non, vous n'avez pas le droit de critiquer l'alliance entre... Voilà, je te le dis. Vous n'avez pas ce droit-là, puisque vous êtes passé par là. Vous n'avez pas le droit de critiquer l'alliance entre Gbagbo et Soro Guillaume, puisqu'il a été, il a été président de l'Assemblée nationale RDR. C'est parce qu'il ne voulait pas rentrer dans le RHDP, ou bien ça, tu ne le sais pas. C'est parce qu'il ne voulait pas un grand parti RHDP. Voilà pourquoi il a été invincé de ce poste-là. Et tu as dit un truc qui m'a choqué. Tu me dis non, il maîtrisait l'armée. Il maîtrisait quelle armée? Il maîtrisait la rébellion. Il ne maîtrisait pas l'armée régulière, il maîtrisait la rébellion. Et tu nous donnes une information que je... Vraiment, merci pour ton information. Donc le président de la République ambitionnait de remettre le pays à Soro Guillaume à l'époque. C'est pour ça que je dis toujours que le président de la République et M. Gbagbo Laurent ont décidé de faire rentrer dans la politique ivoirienne la médiocrité. Parce que des étudiants qui n'ont rien foutu dans leur vie, on leur a confié, du côté de Gbagbo, confié des postes de responsabilité du côté du président de la République. Soro Guillaume, il a quoi comme CV? Pour être président de l'Assemblée nationale. Il a quoi comme CV? Et toi, tu viens soutenir ça aujourd'hui. Moi, je dis non. Le président de la République et son compère, Laurent Gbagbo, ont décidé de faire rentrer la médiocrité dans la politique ivoirienne. Et aujourd'hui, voilà, on en paye les frais aujourd'hui. Tout le monde maintenant a pignon sur lui. Toi, tu as venu nous dire non, que Soro Guillaume maîtrisait l'armée. Maîtrisait quelle armée? Il faut ça. Merci. Vas-y, tu as 3 minutes rapidement, je dis. Ok, ben, je pense que Kaza a écouté, mais il n'a pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que la période qui a précédé sa nomination, il était Premier ministre dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Je pense que sans CV, M. Laurent Gbagbo a dit que c'était l'un de ses premiers ministres. Je ne suis pas en train de défendre la personne ou bien le fait en train de rejeter des valeurs qu'on aurait tous en commun pour dire que normalement tu dois aller à l'école, faire tes carrières avant d'envoyer un poste. Non. Je suis en train de te démontrer qu'à l'époque, à cet instant T-là, c'était le profil idéal pour nous éviter une crise si jamais il y avait vacance de pouvoir. C'est différent de dire que le président Ouattara voulait lui laisser le pays. Je ne sais pas si tu as écouté ce que j'ai dit. Peut-être que tu n'as pas bien compris et peut-être si ça a été enregistré, tu pourras réécouter. C'est ce que je suis en train de défendre. Je n'ai pas dit qu'il était le meilleur ou bien je suis en train de faire l'apologie de ce qui est mauvais. Non, je suis en train de te dire qu'à l'époque, c'est lui qui était le profil idéal. Tu dis qu'il ne maîtrisait pas l'armée. Il contrôlait, il avait une rébellion qui contrôlait 60% du territoire. Ceux qui sont descendus sur Abidjan étaient ses hommes. Après, il était ministre de la Défense. Bon, je ne sais pas, quand tu parles de contrôler l'armée, là, c'est quoi plus que ce que je viens de citer? C'est ce que moi, je suis en train de démontrer. Maintenant, l'analyse, moi, je ne fais pas de reproches personnellement à l'alliance avec soit Soro Guillaume, soit avec le PPACI. Non, on est en communication. C'est de bonnes guerres pour certains militants du RHDP, sinon sympathisants, d'utiliser cette approche-là pour que ceux qui les écoutent disent « attention, hein, ceux-là, ils ont incité au faux hier, aujourd'hui ils sont avec au faux. » C'est de bonne guerre. Tu ne peux pas les enlever ce droit-là. Parce que quand on fait une communication politique, là, il y a un degré de compréhension de chacun et ça dépend du but que tu recherches. Si tu veux, dans la masse qui n'a pas une connaissance approfondie du discours politique, si tu veux les faire basculer vers toi, là, tu vas tenir des propos qui vont les amener à t'accepter. Donc c'est dans ce sens-là que d'autres trouvent cette alliance-là contre nature. Moi, personnellement, je ne t'ai pas dit que c'est ce que je trouve. Je dis que les communicants qui utilisent ce taxe-là, ils ont un but à atteindre. Il faut respecter le but qu'ils recherchent. Maintenant, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ça, c'est les points de vue de toi et de moi. On peut avoir une multitude de points de vue dedans. Mais la visée ici, là, c'est d'interpeller
peut-être le paysan qui a connu le temps d'Oufoué, qui doit voter en 2025 là, de lui dire qu'il y a des gens qui ont insulté Oufoué et aujourd'hui qui se réclament oufouétistes. Ça aussi, c'est de bonnes guerres. Ça se fait en Côte d'Ivoire. Les gens, ils choisissent leur narratif. Ils font exprès d'omettre certains éléments. C'est ce que vous avez dit de ne pas citer la personne qui est descendue, mais c'est ce qu'il a fait. Il a mis en exergue certains éléments pour vraiment attirer les gens de l'AES vers son discours. Quand tu dis que pendant 15 ans, Alassane Ouattara est en palabre avec les pays de l'AES, alors que l'AES a été créé en 2023, quelle était la visée ou bien la portée de ce discours? Je m'arrête là. Merci beaucoup, Yeki. Monsieur Aliko, bonsoir à vous. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Vraiment, bon, moi en tout cas, j'ai écouté en bas et puis je suis monté, Dieu merci. Bon, moi, ce que je peux dire, moi je dis ça toujours sur les panels. Moi, mon problème, c'est pas, comment on appelle, c'est pas Gbagbo, c'est pas Alassane. Moi, mon problème, c'est le projet d'Alassane et le projet de Gbagbo. Voilà, parce que moi, je suis encore très, très, très jeune. Je peux dire ça comme ça. Voilà, je suis encore jeune. Quand aujourd'hui je vois la Côte d'Ivoire, je suis fier parce que je sais que j'ai un pays qui est en train d'avancer. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais voyagé, je voyage ici aussi. Bon, quand on voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec ce que les opposants disent, on voit qu'on on est dans deux Côtes d'Ivoire différents. C'est ce que je vois. On est dans deux Côtes d'Ivoire différents. Puisque avant, moi je viens du Bundiali. Moi je suis vers Daloa. Avant, quand moi je partais à Bundiali, je pouvais faire presque 2 jours avant d'arriver. Mais aujourd'hui, une journée même qui est déjà arrivée. Et puis prendre ici, jusqu'à Bundiali, il n'y a pas un village où il n'y a pas électrifié, où ce n'est pas électrifié. Mais avant, c'était pas comme ça. Même chez nous, même il n'y avait pas courant. Donc, c'est dit, il faut que les gens essayent de regarder, surtout la jeunesse, essayent de regarder les présidents passés et aujourd'hui la Côte d'Ivoire est comment. C'est ça seulement qui m'intéresse, c'est tout. Parce que Laurent Gbagbo là, c'est que moi je n'ai pas aimé. En 90, Alassane n'était pas candidat. Ok, il y a certaines qui l'accusent que c'est lui à l'origine comment on appelle, des rébellions. Mais en 90, il n'était pas candidat. Mais il y a eu des morts, si je ne me trompe pas. En 95, il n'était pas candidat. En 2000, il n'était pas candidat. Mais il y a eu des morts. À cause de le même Laurent Gbagbo. Au fond, il voulait qui envoyer. C'est le même Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, il faut que les gens essaient de regarder les opposants là, ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui et puis ce qu'ils ont fait dans le passé. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance d'avoir un président comme Alassane Ouattara qui fait tout. Dans trop tard, on peut avoir aujourd'hui, dans le coin où dans 5 km, tu as déjà un collège. Mais avant, moi, mes petits frères, on fréquentait dans les écoles où on peut faire l'année complète, mais il ne peut pas venir au village. Tellement que le coin est loin. Mais aujourd'hui, et tous ceux qui fréquentent aujourd'hui, ils sont près de nous là-bas. C'est à qui nous on doit dire merci. Aujourd'hui, dans les villages qui nous entourent là-bas, partout, il y a courant, il y a l'eau potable. C'est à qui nous on doit dire merci. Il y a collège partout. C'est à qui nous on doit dire merci. Et puis la personne qui sort toujours pour nous dire qu'on a faim. Et c'est les deux sont la même chose. La personne qui sort toujours pour nous dire que non, ces pays-là, c'est endetté. Ok, quand nous on voyage nous à marchandises là, on voyage tranquillement. Parce que ça on prend bagage à Abidjan, on peut arriver chez nous rapidement. Ça te permet d'avoir un certain prix. Mais quand tu prends l'Abidjan, tu fais 3 jours sur la route. Tu vas aller vendre ça comment? Et puis on nous dit la vie chère aujourd'hui. Or que c'est le même Laurent Gbagbo qui nous a dit ici hier que la vie chère, c'est pas la faute à l'État. C'est le même qui nous a dit que la vie chère là, que c'est pas la faute à l'État. Mais qu'est-ce que lui nous dit aujourd'hui?
Moi, je pense que mon problème, ça est la jeunesse. Moi, je suis encore jeune. Je ne veux pas 30 ans d'abord. Mais je peux dire grâce à Alassane Ouattara. Parce que, pourquoi je dis grâce à Alassane Ouattara? Parce que c'est un président de la République. C'est pour assurer d'abord la sécurité de son pays, pour que la population puisse se déplacer tranquillement pour aller faire leur travail. Mais en 2011, je suis allé voir un monsieur qui fait la maçonnerie. Je suis rentré ici. Aujourd'hui, mon propre patron, je gère des chantiers. J'ai mon propre petit quincaillerie. C'est parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on retienne ça. C'est parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. On a un président qui a sécurisé le pays, malgré qu'il y a des petites tentatives. Mais il a pu sécuriser les Ivoiriens, où on arrive à déplacer pour aller dans près de 100 même quelques kilomètres où il n'y a pas de problème. Tu te déplaces puissamment en voyage sans problème. Même à minuit, tu gagnes des cars où on se déplace pour aller à Abidjan à minuit. Mais avant, on ne pouvait pas faire ça. Donc, moi, en tant que, même avec les jeunes que moi je travaille dans mes chantiers, la plupart me disent toujours Alassane, merci. Ce qu'Alassane fait, on voit. C'est pas on dit, mais on voit. Ceux qui parlent trop là, on n'a pas besoin de trop parler. Quand tu fais, les gens voient. Mais quand tu parles là, les gens peuvent dire que tu mens, parce que tu peux dire tout ce que tu veux. Mais quand tu fais, on voit. Tout ce qu'ils sont en train de rencontrer, Alassane dictateur, Alassane telle personne a fait ça. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Ce que nous, on voit aujourd'hui là, c'est l'importance de la Côte d'Ivoire. Où nos parents s'en vont au champ, ils quittent au champ le soir, ils viennent, il a peut-être son petit frigo, où il peut boire l'eau glacée, quand il se couche la nuit, où il a son ventilateur, où il peut aller prendre l'eau propre dans l'eau, dans le château d'eau pour venir boire tranquillement, et puis il dort, le lendemain il s'en va au champ. Mais avant, ce n'était pas le cas. Donc tout ça là, ça fait que les opposants là, reposez-vous d'abord. C'est que moi je vois là, reposez-vous d'abord. Parce que là, la personne que vous voyez là, Alassane Ouattara, ok. La population ne court pas derrière le monsieur parce que il est joli ou bien il est fait. C'est son travail, c'est tout. C'est son travail. C'est son travail, les gens voient. C'est pas seulement parce qu'il est Alassane Ouattara. C'est pas parce que certains le disent comme il est Djoula ou bien il est Sinfo. C'est le seul moi j'ai vu, c'est après Bédié. On ne parle même pas de Gbagbo. Quand il est venu, il n'a jamais prononcé telle personne est Baoulé, telle personne est Sinfo. Ou bien lui, il est tel Netini. Il n'a jamais prononcé, même lui, c'est Netini, même il n'a jamais parlé de ça. Mais les autres nous parlaient toujours de telle personne est Koulibaly, telle personne est Traoré, telle personne est Tan. Mais le seul, il a montré où, dans Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Baoulé se déplace sans problème, Sinfo se déplace sans problème, Bété se déplace sans problème. Donc, nous, en tant que jeunes, on dit merci à Alassane Ouattara. Qu'il continue, nous, on est derrière lui. Kokora est là. Dis à Mamadou Touré qu'on l'attend à Sassandra ici, n'a qu'à venir. On va montrer à le monde entier que nous, on est derrière le président, mais on n'est pas derrière quelqu'un qu'on parle de qu'il est Djoula. On est derrière lui parce que... Merci, M. Aligo. Bon, ok, je pense qu'on a fait les 1 heure, hein, les gars. On a fait les 1 heure, vraiment, cette fois-ci-là, c'est la bonne. On va se laisser. Bonne nuit à tous, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, mais que surtout Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à toi, Daouda. Et puis, on s'écrit après là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.